Imaginez une paisible banlieue américaine où tout semble ordinaire. Les rires des enfants résonnent dans les rues, les voisins se saluent en tondant leur pelouse et les familles se retrouvent autour de la table pour le dîner. Mais un jour, cette tranquillité est brisée. Une fillette de 8 ans disparaît sans laisser de traces. Pendant des jours, la communauté entière se mobilise, fouillant chaque coin de rue, interrogeant chaque voisin, espérant contre toute attente retrouver Maddy saine et sauve. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la vérité sur sa disparition se cachait bien plus près qu'ils ne l'imaginaient. Une découverte glaçante allait transformer cette affaire en l'un des crimes les plus troublants de l'histoire criminelle américaine. Que s'est-il passé ce jour-là? Qui aurait pu commettre un acte si impensable et surtout, pourquoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc traiter du cas de Maddy Clifton et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si jamais le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Irving fire department. Name still there? Name still there? Maddy Clifton est née le 17 juin 1990 à Jacksonville, en Floride. Elle a grandi dans une époque où les parents faisaient confiance à leur quartier et laissaient volontiers leurs enfants jouer dehors, explorer les rues et profiter de leur liberté. C'était une période marquée par un sentiment de sécurité, où les familles ne s'inquiétaient pas de dangers omniprésents. C'est dans ce contexte qu'un jour ordinaire, le 3 novembre 1998, Maddy, âgée de seulement 8 ans, avait supplié ses parents de lui permettre de jouer dehors. Confiants, ces derniers avaient accepté sans hésiter. Pourtant, cette simple décision, qui paraissait anodine à l'époque, allait marquer le début d'une tragédie inimaginable. Joshua Phillips, né le 17 mars 1984 à Allentown, en Pennsylvanie, avait emménagé avec sa famille au début des années 90 pour s'installer à Jacksonville. Il s'était établi dans une maison située juste en face de celle des Clifton. Son père, Steve Phillips, travaillait comme spécialiste en informatique, mais était connu pour son caractère assez rigide et autoritaire. Malheureusement, il se montrait également violent envers sa femme Melissa et également envers son fils Josh. Malgré l'ambiance tendue de son foyer, Josh était perçu par ses professeurs comme un élève moyen mais attachant. Il dégageait une sorte d'énergie positive, il était solaire et beaucoup le décrivaient comme un garçon très drôle et agréable à côtoyer. Malgré leur différence d'âge de 6 années, Josh et Maddy partageaient régulièrement des moments ensemble à l'extérieur dans la rue. Ils étaient devenus des compagnons de jeu habituels et auraient sans doute été qualifiés d'amis proches. Les parents de Maddy, loin d'être inquiets, voyaient cette relation comme normale. Josh s'était toujours montré respectueux et bienveillant envers leur fille. À cette époque, il était courant que des adolescents s'amusent avec des enfants plus jeunes dans le voisinage, sans qu'on se pose forcément plus de questions, sans qu'on imagine un quelconque malaise. Ces interactions ne soulevaient aucun soupçon, tant elles semblaient innocentes. Toutefois, Steve Phillips, le père de Josh, ne voyait pas du tout ces relations d'un bon œil. Il interdisait strictement à son fils d'inviter des enfants, que ce soit à l'intérieur ou même sur leur propriété, imaginons dans le jardin. Son autorité stricte et son tempérament difficile ajoutaient une tension permanente dans la vie de Josh. Le 3 novembre 1998, Maddy, pleine d'enthousiasme, avait demandé la permission de sortir jouer dans le quartier. Personne, mais vraiment personne, ne pouvait deviner que cette simple demande, si innocente en apparence, allait conduire à une véritable catastrophe. Ce qui aurait finalement dû être une après-midi ordinaire entre Maddy et Josh s'est rapidement transformé en un cauchemar sans nom. Leur rendez-vous de jeu, commencé dans la joie, a pris une tournure complètement dramatique qui allait marquer à jamais l'histoire de leur quartier. Maddy n'est jamais rentrée chez elle. Ce 3 novembre 1998, Maddy Clifton est sortie de chez elle avec l'enthousiasme insouciant,
d'une enfant de 8 ans. Alors qu'elle arpentait les rues du quartier, elle a remarqué qu'aucun autre enfant ne jouait dehors. Elle a cependant aperçu Josh Phillips dans son jardin, de l'autre côté de la rue. En s'approchant, elle lui a demandé si elle pouvait jouer avec lui. Josh, alors seul à son domicile, a accepté, sachant que l'absence de son père, Steve, signifiait qu'il ne risquait pas de provoquer sa colère. Le début de leur après-midi s'est déroulé comme n'importe quel moment de jeu entre enfants. Léger, insouciant et joyeux. Malgré tout, tout a basculé lorsqu'un accident est survenu. Josh a frappé une balle de baseball qui, par inadvertance, a atteint Maddie en plein visage, plus précisément à l'œil. La petite fille s'est mise à saigner abondamment et à pleurer de douleur avec un cri, vous vous imaginez, qui était perçant. Face à cette situation, Josh a été submergé par la panique. Il est important de souligner que ce récit est basé uniquement sur les déclarations ultérieures de Josh. Il n'y avait aucun témoin pour confirmer ses dires. Nous ne saurons donc jamais avec certitude si Maddie a réellement été frappée par une balle de baseball ou si ça s'est produit accidentellement comme Josh l'a prétendu. Tragiquement, Maddie n'est plus là pour donner sa version des faits. Selon l'adolescent, terrifié à l'idée que son père découvre la présence de Maddie et se mette en colère, il a tenté de gérer la situation à sa manière. Pris de panique, il a traîné Maddie à l'intérieur de la maison pour éviter que quelqu'un ne la voie ou n'entende ses pleurs. Pendant qu'il la tirait, ses vêtements ont glissé, exposant la moitié inférieure de son corps. Une fois à l'intérieur, Josh l'a emmené à l'étage, mais Maddie continuait de pleurer et de crier. Dans un geste désespéré et cruel, il l'a frappée à plusieurs reprises avec une batte de baseball pour la réduire au silence, avant de finalement l'étrangler pour s'assurer qu'elle ne puisse plus jamais crier. Une fois Maddie immobile, il a caché son corps sous son lit, croyant qu'elle était morte. Juste après avoir poussé le corps de Maddie sous son lit, les parents de Josh sont enfin rentrés à la maison. Dans un effort pour paraître normal, Josh a passé le reste de la soirée avec eux comme si rien ne s'était passé. Il a dîné et partagé des moments avec sa famille, dissimulant complètement l'horreur de ses actes. Pendant ce temps, chez les Clifton, vous vous doutez bien que l'inquiétude était en train de monter. Vers 18h20, Sheila Clifton, la mère de Maddie, est sortie pour appeler ses filles, Maddie et Jessie, afin qu'elles viennent dîner. Alors que Jessie est rentrée, Maddie, elle était introuvable. Inquiète, Sheila a commencé à parcourir le quartier en appelant sa fille, en appelant Maddie à haute voix, mais personne ne l'avait vue. En désespoir de cause, à 18h33, elle a composé le 911 afin de signaler la disparition de sa fille. L'absence de cette dernière a semé l'effroi le plus complet dans le quartier. Tandis que les Clifton s'affolaient, Josh, lui, il continuait d'agir comme si rien n'était, sachant pourtant que le corps de la petite fille que tout le monde recherchait se trouvait toujours sous son lit. Son contraste glaçant entre la panique des Clifton et le calme apparent de l'adolescent marquerait le début d'une affaire criminelle qui allait choquer l'Amérique entière. Après avoir passé une soirée apparemment normale avec sa famille, Josh était retourné dans sa chambre pour se préparer à dormir. Mais en montant à l'étage, il a fait une découverte glaçante. Maddie Clifton, qu'il croyait morte, était toujours en vie sous son lit. Submergé par la panique et convaincu qu'il devait terminer ce qu'il avait commencé, Josh a pris un petit couteau. Dans un geste effroyable, il lui a tranché la gorge, puis l'a poignardé 9 fois dans les poumons pour s'assurer cette fois-ci qu'elle cesse définitivement de respirer. Alors qu'il aurait pu, tout simplement, en profiter pour lui sauver la vie. Quoi qu'il en soit, une fois son crime achevé, pour de bon cette fois-ci, il a replacé son corps ensanglanté sous son lit, qui, je le précise, était un lit d'eau, ce qui était très populaire dans les années 90. Ce lit d'eau, qui semblait être un détail anodin, allait jouer un rôle crucial dans la découverte de la vérité. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Les jours suivants, Jacksonville a été le théâtre d'une mobilisation sans précédent pour retrouver la petite Maddie. La police, épaulée par des centaines de bénévoles, a organisé des recherches intensives dans tout le quartier. Parmi ces bénévoles se trouvaient évidemment Josh ainsi que ses parents, Melissa et Steve Phillips, qui semblaient déterminés à aider les forces de l'ordre.
Des milliers de prospectus ont été distribués, tandis que Sheila et Steve Clifton, les parents de Maddie, multipliaient les appels déchirants à la télévision, suppliant pour le retour de leur fille. Malgré tous ces efforts, les enquêteurs n'ont trouvé aucune piste concrète. Aucun véhicule étrange n'avait été aperçu dans le quartier, aucune autre disparition dans le même type n'avait été recensée dans leur état, ni même dans les alentours, aucune preuve, aucun témoin, rien du tout. C'était vraiment incompréhensible, c'est comme si la petite Maddie s'était finalement envolée dans les airs. L'implication du FBI a été nécessaire lorsque la police locale s'est retrouvée dans l'impasse. Une récompense de 100 000 dollars a été promise à quiconque fournirait des informations permettant de retrouver Maddie vivante. Pendant ce temps, Josh continuait de vaquer à ses occupations, masquant habilement son implication dans cette affaire sordide. 7 jours après la disparition de Maddie, soit le 10 novembre 1998, la situation a pris une tournure tragique. L'allée des Clifton était remplie de voitures de police et de caméras de télévision. Les parents de Maddie venaient de terminer un nouveau plaidoyer en direct afin de demander de l'aide. C'est à ce moment-là que Melissa Phillips, la mère de Josh, est sortie de manière complètement précipitée de sa maison, angoissée. On sentait que quelque chose de grave venait de se dérouler et était en train de crier à la police qu'elle avait découvert Maddie. Ce jour-là, Steve Phillips était au travail et Josh à l'école. Melissa avait donc décidé de profiter de ce moment seule pour nettoyer la maison de fond en comble. En rangeant la chambre de son fils, elle avait remarqué que le lit d'eau semblait fuir, pensant qu'il s'agissait d'un problème assez banal. Néanmoins, en inspectant de plus près le lit, elle a réalisé que ce n'était pas du tout une fuite d'eau. En soulevant le matelas, elle a fait une découverte insoutenable. Le corps sans vie et ensanglanté de Maddie Clifton était dissimulé juste là, sous le lit. L'information a immédiatement déclenché une vague de stupeur. La police, qui avait interrogé tous les voisins à plusieurs reprises, y compris les Phillips, était complètement abasourdie. Ils avaient pourtant fouillé la maison des Phillips à 3 reprises pendant leur recherche, mais à chaque inspection, une erreur majeure avait été commise. La forte odeur de décomposition provenant du corps de Maddie avait été simplement attribuée aux oiseaux domestiques que la famille gardait comme animaux de compagnie. Cette découverte bouleversante a mis fin à la semaine de mystère qui entourait la disparition de la pauvre petite fille de 8 ans, mais elle a également soulevé des questions troublantes. Comment Josh avait-il réussi à cacher un tel secret sous le nez de sa famille, mais également de la police? Et surtout, comment avait-il pu participer aux recherches, jouant un rôle dans cette mascarade, tout en sachant la vérité sur ce qu'il avait fait? La révélation du crime a ébranlé tout le quartier de Jacksonville. Les Clifton, dévastés par la perte de leur fille, se sont retrouvés confrontés à une vérité insupportable. Maddie avait été assassinée par quelqu'un qu'ils considéraient comme un voisin inoffensif et surtout un ami de leur fille. Pour Josh, évidemment, ce ne fut que le début de la fin, alors que la justice se préparait à répondre à cet acte impardonnable. Lorsque la police a découvert le corps de Maddie sous le lit d'eau de Josh Phillips, elle a agi immédiatement. Les enquêteurs se sont rendus au lycée de Josh, et sous le regard médusé de ses camarades de classe et même de ses professeurs, Josh a été arrêté en pleine salle de cours et accusé de meurtre au premier degré. L'arrestation a plongé l'école dans une onde de choc. Personne ne pouvait croire que ce garçon, décrit comme calme et amical, était capable d'un acte aussi monstrueux. Ce sentiment de stupéfaction ne s'est pas du tout limité au lycée. Toute la communauté de Jacksonville a été bouleversée par l'horreur de cette révélation. Les habitants, qui avaient cherché Maddie aux côtés de Josh et de sa famille, étaient incapables de concevoir qu'il avait participé aux recherches tout en sachant qu'elle était morte, cachée sous son lit. La réaction de la ville a été si intense que le procès a dû être déplacé dans une autre région de la Floride, faute de pouvoir constituer un jury impartial localement. Même après ses aveux, de nombreuses personnes refusaient de croire que Josh pouvait être coupable d'un crime aussi atroce.
Bien que Josh n'ait eu que 14 ans au moment du crime, la brutalité ainsi que la préméditation apparente des actes qu'il avait commis ont conduit les autorités à le juger comme un adulte. Ce choix reflétait la gravité du meurtre et les circonstances atroces qui l'entouraient. Le procès s'est ouvert 7 mois plus tard, le 6 juillet 1999. Alors que Josh avait initialement avoué le meurtre après son arrestation, il a changé de stratégie juridique en plaidant non coupable devant le tribunal. Ce revirement a surpris de nombreux observateurs, mais il n'a pas empêché l'accusation de présenter un dossier plus qu'accablant contre l'adolescent. Lors de son discours d'ouverture, le procureur a présenté Josh Phillips comme le coupable d'un meurtre brutal au premier degré, marqué par 3 attaques sauvages sur la pauvre petite fille, Maddie Clifton, une fillette âgée de 8 ans. Il a minutieusement décrit les étapes choquantes de l'affaire afin de convaincre le jury de la culpabilité de Josh. Le procureur a rappelé que, pendant les 7 jours où le corps de Maddie se trouvait sous son lit, Josh avait dormi chaque nuit à cet endroit. Pour masquer l'odeur de décomposition, il avait scellé les bords du lit avec du ruban adhésif et brûlé beaucoup, mais vraiment beaucoup, de bâtons d'encens. Ses efforts pour dissimuler son crime montraient, selon l'accusation, une intention consciente de cacher ses actes. En outre, l'accusation a souligné l'implication troublante de Josh dans les recherches pour Maddie. Il avait distribué des prospectus et participé à toutes les battues, jouant le rôle du parfait petit voisin concerné alors qu'il savait pertinemment ce qu'il avait fait. Cette duplicité glaçante a renforcé l'argument selon lequel Josh était pleinement conscient de la gravité de ses actions. Le tribunal a également entendu des témoignages des enquêteurs, qui avaient interrogé Josh dès le lendemain de la disparition de sa voisine. Lors de cet entretien, Josh avait admis avoir vu Maddie la veille de sa disparition, mais il avait affirmé qu'ils n'avaient pas joué ensemble ce jour-là. Il avait expliqué que son père ne lui permettait pas d'avoir des invités en son absence, un alibi qui semblait cohérent à l'époque. La police avait même effectué une fouille approfondie de la propriété des Phillips, examinant le hangar de stockage ainsi que la voiture de Steve Phillips. Cependant, il n'avait trouvé aucune trace de Maddie, et ce n'est pas étonnant. Ce n'est que grâce à la découverte de Melissa Phillips, une semaine plus tard, que la vérité avait enfin éclaté. Le procès de Josh a attiré l'attention de toute la Floride et même au-delà. Pour de nombreuses personnes, il était inconcevable qu'un adolescent de 14 ans puisse être responsable d'un crime aussi atroce. Et pourtant, les preuves accumulées et les détails glaçants présentés par l'accusation ne laissaient guère de place au doute. La justice devait se prononcer sur l'acte impardonnable commis par Josh contre Maddie Clifton. Quelques jours après la disparition de Maddie, les policiers avaient même une nouvelle fois interrogé Josh, et cette fois-ci directement dans sa chambre. Fait troublant, pendant qu'il lui posait des questions, Josh était assis tranquillement sur son lit, littéralement au-dessus du corps de Maddie, et le pire étant, sans montrer le moindre signe de nervosité. Il avait maintenu son histoire initiale. Il prétendait ne pas savoir ce qui était arrivé à la fillette. Malgré tout, après son arrestation, lorsque les enquêteurs sont revenus pour examiner la chambre et analyser la scène du crime, ils ont été frappés par l'odeur insupportable qui régnait dans la pièce. Dès qu'ils ont ouvert la porte, une forte odeur de décomposition les avait submergés. Et cette fois, ils savaient très bien ce qu'ils allaient trouver. En s'approchant du lit, ils ont immédiatement remarqué 2 petits pieds en chaussettes blanches dépassant sous le cadre du matelas. Le corps de Maddie était dans un état terrible. Elle portait toujours sa chemise, bien que celle-ci était relevée, et ses sous-vêtements se trouvaient sous elle. Plus poignant encore, en soulevant le matelas, ils ont découvert que la petite fille s'accrochait toujours à un des supports du cadre du lit, un détail dévastateur indiquant qu'elle était encore en vie lorsque Josh l'avait poussée silencieusement en dessous. En examinant la chambre, les détectives ont découvert plusieurs éléments accablants. Des désodorisants avaient été éparpillés un petit peu partout pour tenter, apparemment, de masquer l'odeur insupportable du corps en pleine décomposition. Ils ont également trouvé des rouleaux de ruban adhésif, une batte de baseball dissimulée derrière la commode, ainsi qu'un outil multifonction de type Laserman. Ces 2 derniers objets se sont révélés être les armes utilisées pour infliger la mort brutale de Maddie. Le témoignage du médecin légiste a révélé des détails atroces sur les souffrances endurées par la victime,
notamment la coupe profonde au niveau de sa gorge qui avait perforé sa trachée, la condamnant à une mort lente et douloureuse. Le médecin a expliqué qu'elle avait probablement succombé à une combinaison de suffocation dans son propre sang et d'une hémorragie massive, renforçant encore plus la gravité de l'acte commis par Josh. Pour l'accusation, les preuves recueillies contredisaient radicalement le récit que Josh avait donné aux autorités. Il avait affirmé que tout avait commencé par un accident banal. Une balle de baseball l'aurait accidentellement frappé au visage, provoquant sa panique et la tragédie qui s'en était suivie. Mais cette version des faits a été mise à mal par plusieurs incohérences. Premièrement, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de sang dans la cour ou à l'endroit où ils étaient supposés jouer. Si la balle l'avait réellement frappé, comme ils le prétendaient, des éclaboussures de sang auraient largement dû être visibles. Deuxièmement, il n'y avait pas de saleté ou d'éraflure sur le bas du corps de Maddie pour corroborer l'affirmation selon laquelle ses vêtements se seraient détachés lorsqu'il l'avait traîné à l'intérieur. Et pire encore, la sœur de Maddie a témoigné au tribunal, indiquant que Josh avait déjà tenu des propos déplacés à connotation sexuelle devant elle et Maddie. Ces révélations, combinées aux preuves retrouvées, ont poussé l'accusation à présenter une théorie beaucoup plus sombre que celle de Josh. Loin d'être un accident, ce crime aurait été motivé par un désir sexuel inapproprié, suivi d'une tentative désespérée et brutale pour dissimuler ses actes. Lorsque ça a été au tour de la défense de présenter son argumentation, leur stratégie a surpris tout le monde dans la salle d'audience. L'avocat de Josh Phillips a choisi de ne pas appeler un seul témoin à la barre, ni même de demander à Josh de témoigner en sa propre défense. Cette décision, très rare dans une affaire de cette ampleur, semblait risquée, mais elle reflétait une approche bien particulière. Toute la défense reposait sur une plaidoirie de clôture qui décrivait le meurtre comme, finalement, un acte tragique ayant commencé par un terrible accident et s'étant aggravé sous l'effet d'une panique proche de la folie. L'avocat de Josh avait pourtant tenté d'introduire des éléments susceptibles de pourquoi pas jouer en faveur de son client, même si dans tous les cas, c'était mal barré. Parmi eux, il y a d'ailleurs une déclaration d'un neurologue qui avait étudié les scans du cerveau de Josh. Ces images montraient des lésions dans son lobe frontal, une zone du cerveau qui joue un rôle clé dans la prise de décision, le contrôle des impulsions et des réactions émotionnelles. Selon le neurologue, ces lésions auraient pu altérer le jugement de Josh et amplifier sa réaction de panique dans une situation de stress intense. Toutefois, le juge a déclaré cette preuve inadmissible, privant le jury de ces informations qui auraient pu expliquer en partie son comportement. Et dans un souci d'équité, le juge a également rejeté certaines preuves proposées par l'accusation. Ils avaient tenté de montrer que Josh avait consulté des sites internet violents et pornographiques peu de temps avant le meurtre, dans le but d'appuyer leur fameuse théorie d'une motivation sexuelle derrière le crime. Ces éléments, bien qu'ils renforçaient l'argument de l'accusation, n'ont pas été portés à la connaissance du jury. Le procès de Josh Phillips a particulièrement été bref, ne durant finalement que 2 jours. Et c'est surtout la rapidité avec laquelle le jury a délibéré qui a marqué les esprits. Il ne leur a fallu seulement que 2 heures pour parvenir à un verdict unanime. Josh a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. En raison de son jeune âge au moment des faits, puisqu'il n'avait que 14 ans, je vous le rappelle, ce n'était qu'un adolescent, Josh a échappé de peu à la peine de mort, qui aurait été une possibilité pour un adulte reconnu coupable d'un crime aussi grave en Floride. À la place, il a été condamné sans surprise à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, une peine qui, à l'époque, semblait définitive. Néanmoins, en 2012, un tournant juridique important est survenu. La Cour suprême des États-Unis a jugé que les peines de prison à perpétuité obligatoires pour les mineurs étaient inconstitutionnelles. Cette décision a automatiquement rendu Josh éligible à une révision de sa peine, soulevant l'espoir pour lui d'une possible remise en liberté. C'est en 2017 que cette révision a eu lieu devant un juge. Josh, alors âgé de 33 ans, a présenté des arguments en faveur d'une peine réduite, mettant en avant sa réhabilitation et son comportement très bon en prison. Mais malgré ses efforts, le juge a confirmé la peine initiale. Josh resterait en prison à vie.
Le crime de ce dernier a laissé une trace indélébile, non seulement sur la communauté, mais surtout sur les familles directement impliquées. Les parents de Maddie Clifton ont vécu un deuil incommensurable qui, avec le temps, a fragilisé leur couple. Bien qu'ils aient partagé 30 ans de vie commune, dont 25 ans de mariage, leur douleur les a finalement conduits au divorce. Ils étaient pourtant des amoureux du lycée, mais l'assassinat de leur fille a brisé leur unité. Du côté de la famille de Josh, la tragédie ne s'est pas non plus arrêtée avec le procès. En novembre 2000, moins de 2 ans après le meurtre, son père, Steve Phillips, est mort dans un accident de voiture. Alors qu'il roulait sur une route de campagne, son véhicule a quitté l'accotement. En tentant de corriger sa trajectoire, Steve a perdu le contrôle et la camionnette a traversé la voie opposée, heurté le bas-côté et s'est complètement renversée. N'étant pas attaché, Steve a été éjecté du véhicule et est mort sur les lieux. L'impact du crime de Josh a été ressenti sur plusieurs générations. La douleur des Clifton, la honte et le chagrin des Phillips, ainsi que la vie brisée de Josh lui-même, montrent que ce genre de tragédie ne s'arrête pas au mur d'une cellule de prison. Ce cas restera l'un des plus marquants de l'histoire criminelle américaine, non seulement pour sa brutalité, mais aussi pour ses conséquences dévastatrices sur toutes les personnes qui ont été impliquées. À ce jour, Melissa Phillips, la mère de Josh, refuse d'accepter que son fils passe le reste de sa vie en prison. Malgré les années qui se sont écoulées et les lourdes preuves qui ont conduit à sa condamnation, elle continue de nourrir l'espoir qu'un jour, peut-être, Josh retrouvera sa liberté. Un article poignant publié dans le Los Angeles Times a mis en lumière sa persévérance et son dévouement inébranlable envers son fils. Chaque mois, elle effectue un trajet de 4 heures pour lui rendre visite dans l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré. Dans cet article, Melissa a exprimé la manière dont elle et Josh parlent de son avenir, refusant de céder au désespoir. Nous parlons en termes de moment où il sort et pas de si. Je dois garder un semblant d'espoir pour nous deux. Cette déclaration illustre l'amour d'une mère qui, malgré la gravité des accusations et des faits, ne peut renoncer à son fils. Toutefois, leur relation reste marquée par des zones d'ombre. Melissa a confié aux journalistes qu'elle avait tenté, et ce à plusieurs reprises, de convaincre Josh de lui dire la vérité sur ce qui s'était réellement passé cette nuit tragique de novembre 98. Elle avait ressenti un besoin profond de comprendre, surtout en tant que personne qui avait découvert le corps de Maddie dans la chambre de son enfant. Malgré ça, Josh est resté silencieux sur les détails et cette dernière a déclaré ceci. Il n'en discutera pas avec moi. J'ai dû apprendre à prendre du recul et me dire que je ne le saurai peut-être jamais. Les répercussions du crime ont uni les deux familles dans un deuil partagé, bien que ce fût d'une manière inattendue. Après la mort de Steve Phillips, le père de Josh, Sheila Clifton, la mère de Maddie, a tendu la main à Melissa pour lui offrir ses condoléances. Ce geste, empreint de compassion, malgré l'immense douleur causée par la perte de Maddie, a marqué le début d'une communication entre les deux femmes. Bien qu'elles soient du côté opposé de cette tragédie, elles ont trouvé une forme de compréhension mutuelle, chacune pleurant une vie brisée à sa manière. En 2020, plus de 2 décennies après sa condamnation, Josh a déposé un appel devant la Cour suprême des États-Unis dans une ultime tentative pour obtenir une révision de sa peine. Cet appel représentait pour lui un dernier espoir de voir sa sentence allégée et peut-être de retrouver un jour la liberté. Néanmoins, la plus haute cour du pays a rejeté sa demande, refusant même d'entendre les arguments derrière cet appel. Dans sa décision, la Cour a affirmé que les faits établis au cours du procès initial démontraient clairement la brutalité du meurtre de Maddie Clifton. La mort de cette dernière n'avait rien d'accidentel, comme Josh avait tenté de le faire croire à l'origine. C'était intentionnel, ont rappelé les juges, soulignant une fois de plus la gravité des actes commis par Josh ce jour-là. Sa mort n'a été ni rapide ni indolore, et au lieu de ça, elle a été longue et angoissante. Ils ont d'ailleurs continué en disant ceci. Ces faits mettent également en évidence des aspects tragiques du comportement de l'accusé. L'intensité et l'impitoyabilité dont il a fait preuve dans le meurtre lui-même. La manière froide, calme et recueillie dont il a mené sa vie, aidant même dans les recherches. Et le fait qu'il ait dormi sur son corps pendant 7 jours. Toutes ces actions indiquent à la Cour l'existence de quelque chose de bien plus que la simple immaturité ou encore l'incapacité d'évaluer les conséquences. Pour Melissa, le rejet de cet appel a été un nouveau coup dur, mais il n'a pas éteint son espoir pour autant.
Elle continue de croire que son fils pourrait un jour sortir de prison, même si le système judiciaire semble avoir fermement scellé son destin. Pour Sheila, la mère de Maddie, la perte de sa fille reste une blessure vive, bien que sa force et sa capacité à tendre la main à Melissa témoignent de sa résilience face à l'insurmontable. L'affaire Josh Phillips, Maddie Clifton, au-delà de son caractère tragique et choquant, illustre les répercussions complexes des crimes violents sur les familles des victimes, mais également sur les familles des coupables. À travers le prisme de ces deux mères, on perçoit non seulement la douleur, mais aussi les tentatives d'humanité et de compréhension dans une situation profondément marquée par le chagrin et la perte. Aujourd'hui âgé de 39 ans, Josh Phillips demeure incarcéré, purgeant sa peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré les nombreuses années passées derrière les barreaux, son histoire continue de susciter des débats, des interrogations, mais également des divisions. Sa mère, qui a traversé une myriade de bouleversements depuis l'arrestation de Josh, s'est finalement remariée avec un homme britannique. Cet homme, intrigué par l'affaire de Josh qu'il avait découverte en ligne, avait initialement pris contact avec Melissa pour discuter du cas. Ce mariage a offert à cette dernière une nouvelle source de soutien, mais son combat pour le futur de Josh reste au centre de sa vie. De son côté, Jessie Clifton, rappelez-vous la sœur de Maddie, a trouvé une manière personnelle de préserver les souvenirs de sa sœur et de leur vie commune. Aujourd'hui adulte, Jessie a racheté la maison familiale qu'elle partageait autrefois avec Maddie et leurs parents. Cette décision est à la fois symbolique et profondément émotive. Malgré le divorce de ses parents, qui vivent désormais dans des villes différentes, Jessie a choisi de rester liée à cette maison, un espace chargé de souvenirs et de moments heureux partagés avec sa sœur. Il ne fait aucun doute que Josh Phillips a tué Maddie Clifton. Les preuves rassemblées et ses aveux initiaux ont confirmé son implication dans ce crime abominable. Pourtant, la question du pourquoi demeure encore. Était-ce vraiment un acte motivé par une impulsion sexuelle, comme l'ont suggéré les enquêteurs et l'accusation, ou était-ce, comme l'a plaidé la défense, une série d'événements tragiques alimentés par la panique et le manque de discernement d'un adolescent de 14 ans? Les autopsies réalisées sur le corps de Maddie n'ont révélé aucun signe d'agression sexuelle, ce qui semble contredire complètement la théorie d'un crime à motivation sexuelle. Cependant, le comportement de Josh avant et après le meurtre, les mesures qu'il a prises pour dissimuler son acte, son absence de remords apparent à ce moment-là et ses mensonges répétés, laissent planer une ombre sur ses véritables intentions. Lorsque Josh a été recondamné en 2017, des questions ont été soulevées quant à savoir si son âge au moment du crime, ses lésions cérébrales documentées et son comportement irréprochable en prison auraient dû jouer un rôle plus significatif dans la révision de sa peine. Certains ont plaidé pour une approche plus nuancée, arguant que le système judiciaire doit prendre en compte la possibilité de réhabilitation, surtout dans les cas impliquant des mineurs. Toutefois, ces débats ne peuvent occulter une vérité tragique. Rien ne pourra jamais ramener Maddie Clifton. Aucune décision de justice, aucune réflexion sur le passé ou la réhabilitation de Josh ne pourra effacer un jour la douleur endurée par la famille Clifton ou même redonner à Maddie la vie qu'elle méritait. L'histoire de Josh Phillips et de Maddie Clifton continue de résonner, non seulement pour les familles impliquées, mais aussi pour tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. L'affaire soulève encore des réflexions profondes sur la justice, les secondes chances et les conséquences irréversibles des choix faits dans un moment de désespoir ou encore de confusion. C'est donc tout pour l'affaire de Maddie Clifton et de Josh Phillips, et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. Comme d'habitude, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Josh aurait finalement dû être rejugé pour qu'il puisse de nouveau goûter à la liberté? Est-ce que vous pensez que lorsqu'il a tué Maddie, c'était un crime intentionnel ou un crime dans la panique? Est-ce que selon vous, il avait vraiment une intention particulière envers cette petite fille à nature sexuelle? N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires. Personnellement, je veux bien croire que pourquoi pas ce fut un accident et que, comme ça a déjà été mentionné, ce dernier était tellement terrifié par son père, qui était un homme violent, que par peur de se faire encore une fois brutaliser par son père, qu'il avait décidé de cacher ça comme une simple bêtise. Je dis bien une simple bêtise entre grosses guillemets, évidemment. Mais peut-être que lui, il était tellement terrifié par son père qu'il pensait que si ça se savait, il allait encore se faire engueuler, qu'il allait encore se faire frapper par ce dernier. Et donc, plutôt que de laisser une chance à cette petite fille de survivre, il a juste voulu se protéger lui-même.
Alors évidemment, ça n'excuse en rien son geste abominable qu'il a fait, mais peut-être que ça aurait éventuellement pu être pris en compte lors du procès. Peut-être qu'en 2017, il aurait éventuellement été sympa de réévaluer complètement son dossier, de prendre ceci en compte, de prendre ses lésions cérébrales en compte et de prendre aussi son passé en compte, que finalement en prison tout se passe bien et de tenter de lui laisser sa liberté, de le mettre en liberté conditionnelle, ça aurait éventuellement pu être pas mal. Ou alors au début faire une semi-liberté. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'était pas du tout un accident et que effectivement il avait des intentions particulières envers cette petite fille et que c'est dans ce contexte-là qu'il l'a assassinée. Après, rien ne semble aller vers cette piste. Mais encore une fois, puisque Josh était le seul témoin de cette affaire, bah, peut-être que finalement on ne saura jamais la vérité si c'était intentionnel ou non. Quoi qu'il en soit, il n'aurait jamais dû assassiner cette petite fille. Quand bien même elle s'était vraiment pris une balle de baseball, qu'elle avait mal, des accidents, ça arrive, surtout entre gamins. Voilà, ça arrive, c'est pas grave. On s'est tous déjà pris un ballon de foot dans la figure ou de basket ou que sais-je. Oui, ça fait mal. Oui, tu hurles. Non, c'est pas cool, mais bon, ça arrive. On n'est pas tous des joueurs professionnels. Et j'imagine que même des joueurs pros ont parfois, sans le vouloir, eh bien, lancé une balle au visage d'un coéquipier. J'imagine. À ce moment-là, il aurait dû dès le départ se dénoncer. Vaut mieux se prendre une raclée par son père, même si évidemment je ne cautionne pas du tout la violence parentale, mais c'était encore des années différentes, hein, c'était les années 90. Vaut mieux se prendre une raclée par son père que passer finalement le restant de ses jours derrière les barreaux, comme là cet homme est en train de le vivre. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour mon avis personnel. Bon, je sais pas si ça vous a aidé dans vos propres réflexions, mais encore une fois, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et sur ces mots, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.